Au Bangladesh, une prise d'otage dans un restaurant s'est soldée par la mort de 20 personnes, principalement des Japonais et des Italiens. Des hommes très lourdement armés ont attaqué dans la soirée un restaurant d'un quartier huppé de la capitale, fréquenté par les diplomates et les étrangers. Les survivants ont raconté que les preneurs d'otages avaient fait irruption dans l'établissement vers 21h50 en criant Allah Akbar, ouvrant le feu et faisant usage d'explosifs. Ils avaient ensuite séparé les Bangladais des étrangers avant de les exécuter. Un carnage qui s'est terminé 11 heures plus tard par l'intervention des forces de sécurité. Au moins 13 otages, dont 3 étrangers, ont été secourus par les commandos lors de l'intervention. Au cours de l'assaut, 6 assaillants ont été abattus. L'armée a également déclaré qu'un 7e preneur d'otages avait été arrêté. La plupart des victimes ont été massacrées avec des armes tranchantes. 2 policiers ont également trouvé la mort vendredi en affrontant les hommes lourdement armés qui ont attaqué le restaurant. L'attaque a très rapidement été revendiquée par l'État islamique via son agence de presse Amaq. Cette prise d'otage intervient après une longue série de meurtres souvent attribués par le gouvernement à des groupes islamistes locaux désireux de déstabiliser le pays. « 250 personnes ont été tuées et au moins 200 autres blessées lors d'un très violent attentat dans la capitale irakienne Bagdad. C'est à l'aube qu'un kamikaze s'est fait exploser avec une voiture piégée dans le quartier commerçant de Karadan, très animé en cette période de fin de Ramadan. L'attentat a rapidement été revendiqué par l'État islamique, qui a indiqué dans un communiqué que le kamikaze irakien avait visé un rassemblement de chiites, communauté musulmane majoritaire en Irak, et considéré comme hérétique par le groupe ultra-radical sunnite. Cette attaque survient une semaine après la perte par le I de son fief de Fallujah à 50 km de l'ouest de Bagdad, tombé le 26 juin aux mains des troupes pro-gouvernementales soutenues par la coalition internationale, après une offensive de plusieurs semaines. Peu de temps après l'attentat, de nombreuses voix se sont levées pour protester contre le manque de sécurité et l'incapacité du Premier ministre à protéger les populations civiles. Tout ce qui se passe, c'est à cause des parlementaires, des hommes politiques, des partis et des milices que personne ne contrôle. C'est ça qui cause la destruction. Et après que l'armée remporte la victoire, ceux-là, ils vont détruire le pays. L'attentat de Bagdad a été dénoncé par de nombreux responsables étrangers, dont l'envoyé de l'ONU pour l'Irak, Yann Kubish, qui l'a qualifié d'acte lâche et odieux aux proportions inégalées. L'attaque ne fait que renforcer notre détermination à soutenir les forces de sécurité irakiennes, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, Ned Price. Quand le choc des images rejoint l'émotion. Le chalutier bleu qui a chaviré dans le courant de l'année passée a été placé sans encombre par la marine italienne sous le hangar où doivent être extraits des centaines de cadavres de migrants qui ont coulé avec lui. C'est le pire naufrage en Méditerranée depuis des décennies. Seulement 28 survivants sur plus de 800 passagers. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2015, le bateau a sombré après avoir percuté un cargo portugais venu à son secours. Les pompiers en combinaison devront, dans les prochains jours, avoir la lourde tâche d'extraire les corps de l'épave afin de pouvoir identifier toutes les victimes. Depuis 2014, plus de 10 000 migrants ont péri ou disparu en tentant de rejoindre l'Europe par la mer. Le Premier ministre français Manuel Valls a de nouveau engagé la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet engagement de responsabilité vise à faire adopter la très contestée loi El Khomri ou loi travail. Une fois passée en seconde lecture, la loi devra encore être présentée devant le Sénat avant d'être adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 22 juillet. Après 2,7 milliards de kilomètres parcourus, la sonde Juno a réussi à se mettre en orbite autour de Jupiter, plus grande planète de notre système solaire. Le vaisseau de 3,6 tonnes propulsé à l'énergie solaire a allumé son moteur principal pendant 35 minutes afin de freiner sa course. Il a pu ainsi se faire happer par la gravité de Jupiter et s'insérer dans une orbite polaire, c'est-à-dire une orbite passant par les deux pôles à chaque révolution autour de l'astre.
La sonde doit effectuer 37 survols, dont la plupart entre 10 000 et 4 667 km au-dessus des nuages de la planète géante. Ces survols à différentes altitudes seront étalés sur une durée de 20 mois. C'est la première fois qu'une sonde peut s'approcher si près de la géante gazeuse, le record précédent étant détenu par la sonde Pioneer qui s'était approchée à 43 000 km de Jupiter. L'un des objectifs principaux de la mission sera de mieux comprendre de quoi se compose l'intérieur de la planète géante jusqu'ici inobservable. Pendant les approches de Jupiter, les instruments de la sonde étudieront ses gigantesques aurores boréales, son atmosphère, sa magnétosphère et son immense tache rouge. Juno, lancé le 5 août 2011, va ainsi cartographier les champs gravitationnels et magnétiques de Jupiter pour en déterminer la structure interne. Les 9 instruments de l'orbiteur, entre autres français et italiens, vont également mesurer l'émission radiométrique de l'atmosphère profonde de la planète, ce qui permettra de connaître sa composition, sa structure thermique et son environnement ionisé. Non seulement Juno aidera à lever le voile sur les secrets de Jupiter, mais elle devrait aussi fournir de nouveaux indices sur les conditions qui régnaient au commencement du système solaire. Après 7 ans d'attente, le rapport de la commission d'enquête sur l'engagement controversé du Royaume-Uni dans la guerre en Irak est finalement publié. John Chilcot, président de la commission sur l'engagement en 2003 du Royaume-Uni en Irak, a dressé, mercredi, un bilan accablant sur l'ancien Premier ministre Tony Blair. Il est maintenant clair que la stratégie en Irak a été conçue sur la base de renseignements et d'estimations déficientes. Elles n'ont pas été critiquées et elles auraient dû l'être. Ce rapport commandé en 2009 montre les conclusions de l'audition de 120 témoins, dont l'ancien chef de file du Parti travailliste et son successeur Gordon Brown. Ce dossier, qui devait être initialement remis dans un délai d'1 année, est lui-même devenu controversé au fur et à mesure des reports. Les familles des soldats tués en Irak, exaspérées, ont fixé un ultimatum aux autorités sous réserve de poursuites judiciaires. L'ancien sprinteur sud-africain, amputé des 2 jambes Oscar Pistorius, a été condamné en appel à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp. Cette sentence est bien inférieure à la peine planchée pour ce genre de crime, mais selon la juge, les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravants. À l'annonce du verdict, Pistorius a serré dans ses bras et embrassé sa sœur aimée, assise derrière lui. Il a ensuite été immédiatement escorté par les forces de sécurité vers une cellule au sous-sol du tribunal. Depuis le 20 octobre 2015, Pistorius était assigné à résidence chez son oncle où il continuait de purger ses 5 ans de prison pour homicide involontaire. Il avait auparavant passé 1 année en prison suite à sa condamnation en première instance. Mais en appel, en décembre 2015, la justice a requalifié le crime en meurtre, passible d'au moins 15 ans de prison. La saga judiciaire tient en haleine les médias du monde entier depuis 3 ans. Dans cette affaire, Pistorius avait toujours plaidé la méprise. Il n'a jamais cessé de répéter qu'il était convaincu qu'un cambrioleur s'était introduit dans sa maison sécurisée de Pretoria. Il a tiré 4 balles à travers la porte des toilettes de sa chambre avec le revolver qu'il gardait sous son lit, persuadé qu'un voleur s'y cachait. Un argument irrecevable pour la justice qui a retenu l'intention de tuer et condamner Pistorius pour meurtre en appel. Cette sentence ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire. En effet, comme en première instance, les 2 parties peuvent faire appel. La défense de Pistorius a néanmoins annoncé que l'ancien coureur ne souhaitait pas faire appel de la décision. Après 7 ans d'enquête, le parquet de Paris demande le renvoi en procès de la société France Télécom pour harcèlement moral. Engagé dans le délicat virage de la privatisation et des nouvelles technologies, le groupe voulait supprimer 22 000 postes entre 2006 et 2008 et procéder à 10 000 changements de métier. Dès lors, la politique anxiogène, oppressante et déstabilisante de l'entreprise, conduite par l'ancien numéro 1 Didier Lombard, provoquera 60 suicides en 3 ans, dont 35 juste pour l'année 2008-2009. En septembre 2009, le syndicat SUD-PTT déposait plainte contre la direction dont il dénonçait les méthodes de gestion d'une extraordinaire brutalité. Aux yeux du ministère public, les témoignages et documents internes passés au crible montrent que les objectifs de mobilité et de réduction des effectifs étaient devenus une fin en soi, quels que soient les moyens pour y parvenir, incitation répétée au départ, mobilité forcée, surcharge ou absence de travail, réorganisation tout azimut. Pendant 4 ans, l'ex-juge d'instruction Pascal Gand a épluché des milliers de courriels et auditionné des dizaines de témoins,
L'enquête terminée, le procureur de la République de Paris est catégorique. Selon lui, 7 anciens dirigeants de France Télécom, dont Didier Lambard, son ex-bras droit Louis-Pierre Wenez, le DRH Olivier Barberot, doivent être envoyés devant un tribunal correctionnel. Un procès amènerait la justice à trancher pour la première affaire de harcèlement à grande échelle dans une entreprise de cette taille. Les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre le leader nord-coréen Kim Jong-un, ainsi que 10 autres responsables de la Corée du Nord, sur de graves abus des droits de l'homme en Corée du Nord, a indiqué le Trésor dans un communiqué. Les éventuels avoirs du dirigeant nord-coréen sur le territoire américain ainsi que ceux des hauts responsables désignés ont été gelés. 5 entités, dont le ministère de l'organisation en charge de la censure, ont également été ajoutées sur la liste noire américaine. La Corée du Nord a déjà fait l'objet de nombreuses sanctions internationales, et notamment américaines, pour ses programmes nucléaires et balistiques. Mais c'est la première fois que les Américains appliquent des sanctions financières. Kim Jong-un, dirigeant de l'unique dynastie communiste, la Corée du Nord, affole régulièrement la communauté internationale en multipliant les tirs de missiles. En janvier, il s'était offert un essai de bombe à hydrogène pour son 33e anniversaire, une façon d'affirmer son autorité et de renforcer sa position vis-à-vis du reste du monde. Une manifestation rassemblant des centaines de personnes pour protester contre la mort de 2 hommes noirs tués par les forces de l'ordre tourne au cauchemar. Vers la fin du rassemblement, des tirs commencent, les snipers visent très clairement les policiers présents, ils en tuent 5, en blessent 6, selon les autorités. Un individu a été placé en garde à vue après s'être présenté de lui-même suite à la diffusion d'une photo le montrant habillé en treillis avec un fusil d'assaut sur l'épaule. Il a été ensuite relâché. Dans la nuit, la police échange des coups de feu pendant près de 45 minutes avec un tireur isolé dans un parking. L'homme déclare que la fin est proche, qu'il va tuer et blesser encore des policiers et affirme qu'il y a des bombes partout dans les garages du centre-ville. Nous avons demandé de l'aide à nos partenaires de la force publique, du FBI et de l'ATF, afin de rechercher les suspects, ou peut-être plus, et d'effectuer une fouille minutieuse dans le quartier où nous pensons qu'une bombe pourrait se trouver. 2 autres suspects sont arrêtés après avoir été repérés avec des sacs en tissu camouflage dans leur voiture, ainsi qu'une femme qui se trouvait dans la même partie du garage que le tireur.